Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est Septième Voix, toujours avec Noman. Toujours là, toujours On là. ne le présente plus maintenant. Moussa pour vous servir. Et aujourd'hui, on a un invité. Mais avant ça, on a deux, trois petits mots à vous dire. On continue toujours de récolter les livres. N'hésitez pas à nous envoyer un DM pour savoir comment ça fonctionne. Sans plus attendre, on commence notre format. Aujourd'hui, on reçoit Adam Awar, voyageur à moto, Welcome. engagé dans l'entraide, mais surtout un homme de chemin. Salut Adama, Et Moussa, ça va? comment tu vas? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te décrire succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas? Succinctement, Adama, j'habite Gentilly dans le 94, 32 ans. Je suis fonctionnaire, je travaille dans une mairie, je fais de la photo à côté et un petit peu engagé dans l'humanitaire et dans Un l'associatif. petit peu seulement. T'es humble. C'est bien les personnes humbles. Ça Ouais, change? Ça fait du bien. Ça change, ça veut dire qu'on avait des invités pas humbles ici. Attention à ton langage, non, maintenant. Non, ça change pas. C'est bien, on a que des gens humbles, c'est cool. On a une petite question pour toi pour commencer. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qu'Adam a fait, en fait... Pour ceux qui ne le connaissent pas, surtout. voilà. Comme moi. Moi, je t'ai découvert à travers un road trip que tu faisais. Et t'allais de Paris au Sénégal. J'ai oublié la ville exactement au Sénégal. C'était à Dakar. Dakar, ouais. Ah bah, J'ai c'était à parlé Dakar. Dakar. Bah oui, c'était à Dakar. Paris-Dakar, comme le petit rallye qu'on a eu l'habitude de voir quand on était plus jeune. Il a dit le petit. Bah, le petit rallye, le gros rallye, c'est le plus gros rallye carrément, je crois. Du coup, avant les voyages, avant l'action, c'était quoi ta quête intérieure? Parce qu'on aimerait savoir qui était Adama avant de devenir ce qu'on voit de lui aujourd'hui. Adam Awar, un petit jeune des quartiers, d'un quartier, le 162, après qui est parti au Chaperon Vert. On a vachement été accompagnés par nos plus anciens. Ouais. Il y avait une association qui ont œuvré énormément pour les jeunes, et j'en faisais partie. On va dire c'est un petit peu ce qui m'animait, l'entraide, c'était depuis notre plus jeune âge. Ils nous ont inculqué quelques valeurs. Et voilà, Adama Gentilly, un des petits quartiers. Ok, intéressant. Et du coup, ça a commencé... Déjà, par exemple, un truc tout bête, t'as commencé quand la photo, par exemple? La photo, j'ai commencé par nécessité. Pendant un voyage humanitaire, on voulait trouver une solution pour sensibiliser les donateurs et être transparent avec eux. On a sollicité quelques photographes. Les devis étaient Exorbitant. très, très importants. C'est On mon aurait dû collègue t'appeler, photographe. On aurait dû t'appeler demain. Je suis aussi cher. Pourquoi tu crois que je donne pas mes devis à Moussa à chaque fois qu'il me demande un devis? Ah, c'est parce que hier, je t'ai demandé un devis, tu m'as pas donné de Fun devis. fact. Je lui ai dit, attends, t'inquiète, on en discutera. Je sais, moi, je t'envoie plus, moi, c'est fini. Il n'y aura plus de contrat avec toi. Mais du coup, ouais, les devis, c'était assez costaud. Et j'ai un ami à moi, Hakim, qui avait un boîtier. Et j'en ai acheté un. Et du coup, cette nécessité, c'est devenu une passion par la suite. Donc, l'objectif, c'était vraiment de photographier et montrer aux donateurs où est-ce que les C'est dons pour garder vont. des images et faire un suivi, quoi, un reportage. C'est ça. Ouais. Ok, nickel. Et ben là, on voit du coup que tu as toujours cette métrique de partage pour l'instant dans la phase de ta personne qu'on aborde, même si c'est que le début de l'émission. Est-ce que tu pourrais me dire si c'est un choix ou c'est un appel, c'est une vocation innée? Je pense que c'est quelque chose qui est inné. Moi, je suis malien et depuis je suis né ici, je suis né en France et ma mère, elle est venue avec mon père pour assumer entre guillemets le foyer au pays. Et pareil, quand je vais au pays, je me rends compte que mon père, paix à son âme, Allah yarhamou, qui est décédé, mais il a fait beaucoup de bien. Il a fait beaucoup de bien au pays. Et c'est incroyable parce nous, ses enfants, Vous n'étiez pas au courant de tout ça? on n'était pas au courant de tout ça. Et un jour, je marchais dans un village et il y a un monsieur qui m'a interpellé. Et il m'a dit, t'as vu ce wax? Ce wax, c'est ton père qui me l'avait offert. Et c'est incroyable parce que nous, ses enfants, on est en train de cueillir les fruits de ce qu'il a semé. de ce qu'il a semé. C'est très beau ce que tu viens de dire. Dans un podcast on parlait de la parentalité, on parlait de ça, on parlait aussi du fait que les parents œuvraient sans la certitude de voir le fruit de leur œuvre. Et c'est ça aussi la beauté d'être un parent, c'est de sacrifier tout pour ses enfants. En tout cas, je pense que vous pouvez être fier de lui, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et ça fait toujours du bien de connaître ses parents à travers l'œil des autres.
Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais. Tu vois, surtout quand tu vas au pays, ils vont dire ton père, il était comme ça. Quand il était jeune, il faisait ça. Il était avec moi, on faisait ci, ça, ça. Tu vois, c'est toujours des choses qui sont intéressantes. Du coup, ça t'a permis à toi aussi de te reconnecter un peu, non? C'est ça. En fait, je te rejoins parce que moi, je l'ai pas connu, mon père. Et je l'ai connu que à travers les actions qu'il a semées. Et c'est ce qui est intéressant, comme tu disais. Ouais. Franchement, c'est incroyable. De découvrir son père comme ça, là, via des récits du coup d'autres gens, ça doit être beau. Non, c'est clair. Mais en plus, comme je disais tout à l'heure, les Maliens, c'est très inné, on va dire, chez nous. Ouais. Même quand tu viens en France, tu assumes ton foyer ici en France, mais aussi sur le pays. au Mali. Ouais. Moi, par exemple, ma mère, elle nous a élevés. On était 4. Mhm. Elle nous a élevés seuls et en même temps, elle œuvrait au Mali. Et Respect. tous les ans, pour qu'on puisse être attaché aux valeurs, aux codes du Mali, tous les ans, elle réussissait quand même à nous envoyer au pays. Ah, c'est incroyable. Franchement, bravo, Tata. Ah ouais, ça, c'est C'est incroyable. avec un salaire. Avec la difficulté de Mais déjà surtout de gérer l'époque, des ouais. enfants. Elle était toute seule en plus à ce moment-là, tu vois. Gérer les enfants toute seule, plus mettre l'argent de côté sans compter les dépenses, tu vois. Parce que quand on est enfant, nous, on demande tout le temps, on veut ci, on veut ça. Donc les parents essaient de nous faire plaisir, tu vois. Mais en plus d'allier, euh, en gros, l'éducation des enfants à cette transversalité qu'il y a avec le pays, l'origine, les racines, je pense que tu fais des êtres humains qui sont ancrés et qui sont stables, tu vois, pour l'avenir. Parce que comme il disait, je sais plus qui disait ça, on peut pas savoir où on va si on sait pas d'où on vient, tu vois. Et c'est vraiment très intéressant. Et du coup, première fois que tu vas au Mali, c'est quand? La première fois que je vais au Mali, c'était depuis mon plus jeune âge, je devais avoir 6-7 ans. Waouh. 6-7 ans et tous les ans, j'allais au Mali. Toi, tu kiffais, Les ça veut dire. seules vacances que j'avais, c'était le Mali. T'avais pas les vacances à Gennevilliers, à Asnières, les trucs comme ça. J'ai fait quelques vacances. Les petites vacances. Ça, j'en ai fait quelques-unes à Vesoul. Ouais. Et pareil avec de la famille où on a appris un petit peu de Coran, etc. Ouais. Mais ouais, les grosses vacances que j'ai connues, c'est le Mali tous les belle. ans. Ouais. Vraiment pour nous imprégner des valeurs Non, en plus, qu'avaient nos parents. C'est quoi le mot que je cherche? Enfin, tu te reconnectes aux racines aussi, c'est surtout ça. Et c'est important. Moi, j'ai toujours dit parce que je suis malien aussi, Non, putain, je le découvre. mais je le répète parce que Mali puissance, nous, on aime trop notre pays. Voilà. Je vois. Voilà. Mais en gros, il y a ce truc où tu te dis, quand tu arrives là-bas, c'est bizarre, mais mon être, mon corps, mon âme, tout est aligné là-bas. Genre, moi, je sais pas comment expliquer ça. Genre, une fois que je mets les pieds au pays, genre, j'ai les inquiétudes de la France et tout, faut faire attention à ci, ça. Mais c'est plus au même degré. C'est-à-dire que tout passe au second plan, les inquiétudes là, et je profite juste du moment, tu vois. Je me dis juste, alhamdoulilah, j'ai l'opportunité de vivre ces moments-là avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis. Et franchement, ça se posait la question des fois si. Toi, t'as déjà pensé, par exemple, à vivre là-bas à un moment donné Franchement, ouais, j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais pareil, je te rejoins dans ce que tu disais. Ouais. Moi, il faut savoir que quand je pars de la France pour aller au pays, je laisse tout le stress, tous les problèmes de côté. Ah, tu dis, je pars en vacances, je laisse ça, je verrai au retour. Voilà. Et c'est incroyable, mais quand l'avion il atterrit en France, Ouais, et tout revient. là, tout revient. Ah, bah oui, parce que Et quand c'est t'arrives, limite comme un sort. C'est comme si c'était de la magie. C'est quand tu sors de l'avion, tu arrives au bled, tu as le vent chaud qui te gifle là, et tu te dis, ah bon, je suis à la maison. Et quand tu arrives ici, malgré que ce soit la maison plus que le bled, parce qu'on a vécu plus ici qu'au bled, tu vois, tu te dis, mais en fait, c'est anxiogène. La France est profondément anxiogène parce que tu as toujours l'injonction de devoir faire ci, de devoir faire ça. Et c'est pas quelque chose qui vient de ton impulsion à toi. Tu es obligé de te conformer, sinon voilà. Alors qu'au bled, tout le monde peut garder son individualité, mais le conformisme là-bas, il est réduit à respecter les anciens, respecter les codes sociaux, tu vois. Et ici, il y a trop d'éléments. Du coup, pour rebondir, on va essayer de partir sur d'où l'idée t'est venue de faire... parce que comme je t'ai dit, moi, je t'ai découvert à partir du road trip et tout. C'est quelle année que t'as fait ce road trip-là? Le road trip, je l'ai fait en 2025. Donc cette année. Ouais, cette année. Non, pardon. Le road trip, je l'ai fait en 2024. Ok, Ouais, je l'ai fait en fin d'année. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment de sensibiliser d'une autre manière sur les actions qu'on mène au quotidien. Là, pendant ce road trip, par exemple, on l'a fait par étapes. La première étape, c'était Paris-Perpignan, où on est parti
à la rencontre d'un gros partenaire humainement concerné. Et il y avait eu la catastrophe au Maroc. Oui. Du coup, le Paris Perpignan, il a servi à récolter des fonds pour financer des maisonnettes pour les personnes qui ont tout perdu au Maroc. Pareil sur une autre étape, l'étape la plus dure du road trip, ça a été la traversée du désert. Et ben pendant cette traversée du désert, la cause, elle était du Maroc à la Mauritanie, c'est ça? C'est ça. C'était pour les réfugiés palestiniens. On a récolté plus de 12 000 euros, pareil. Wow. Franchement, on a essayé de sensibiliser à travers ce road trip d'une manière différente. Et alhamdoulilah, ça a bien fonctionné. Le voyage dans le désert, en cours du Maroc à la Mauritanie, t'avais permis de récolter 12 000 euros vous avez permis de récolter 12 000 euros pour les Palestiniens. C'est ça. Et à chaque fois que tu as fait un périple dans ce road trip, c'était toujours pour une... Pour une cause différente. Ah, c'est bien. En fait, pareil avec l'association Oumana que je préside, on fait des actions humanitaires. On a fait pas mal de forages en Guinée, plus d'une 30aine. Ah, moi, On a fait de la distribution de brunchbox. Tous les dimanches, on distribue des brunchbox dans Paris. Waouh. Et l'idée, c'était vraiment de sensibiliser sur toutes les actions qu'on menait. Il a commencé en disant un peu. Ouais. Frérot, machallah, vraiment, qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Et t'es venu comment l'idée de se dire tiens je vais faire un road trip pour sensibiliser les gens justement à ton association, à ton œuvre, à l'œuvre que l'association fait? Alors pour être honnête avec vous, un soir je scrollais sur TikTok et j'étais frustré. Je voyais des débats inutiles. Rebeu, Renoir, Ouais. Maroc, Algérie, vraiment des débats qui font pas avancer les choses et qui servent qu'à diviser. Et j'en avais marre de la France. Vraiment, je commençais limite à être aigri de par ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, allez, il faut que je parte. Donc je me suis dit, allez, il faut que je fasse un road trip et que j'aille à la rencontre des personnes, que les soi-disant personnes qui débattent. Non, je crois que c'est pas français. Non, ça, ce qu'ils prennent comme exemple. Ouais, voilà. Et par exemple, le Marocain, aujourd'hui, il y a des personnes qui débattent pour des futilités alors qu'ils n'ont jamais été dans leur pays. Ouais, Ils y vont une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. Pour 2 semaines en vacances avec un quad, une moto. C'est ça. Pour faire chier tout le monde, après ils rentrent en France. C'est ça, tu vois, j'ai envie de te dire, là, plus que les Marocains, j'ai envie de dire, c'est plus généralisé, peu importe d'où tu viens, où que tu vailles, tu retournes au pays et tout, pour les vacances. Mais comme tu l'as dit, c'est pour les vacances. C'est 1 semaine, 15 jours, 10 jours, le truc, tu as fait tes vacances. Tu fais un peu le mec qui, je connais les problématiques de mon pays, alors que pas du tout, tu vois. Parce que comme tu l'as dit, tu n'es pas présent sur place et tu ne vis pas le quotidien Alors que, des gens qui vivent sur place. C'est clair. Moi, j'ai vu des gens se diviser ici, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais quand on est parti en voyage humanitaire, j'ai vu la réalité. Mais le Marocain, il est hyper accueillant. Et puis surtout, il te dit à toi, frère, moi je suis malien, j'étais parti aussi avec un frère algérien sur une autre année. Khawa, on est frères. Et aujourd'hui, on voit de la division et c'est ce qui est... C'est ce qui est moins beau. Mais après, ça joue aussi parce que... Il y en a voilà, même qui justifient leur division. Ouais, en islam, il y a des savants qui disent ci, ça, alors que c'est faux. C'est faux, les frères. C'est trop facile. Arrêtez d'écouter Chalgo Mix. Dans ces cas-là, prenez les savants qui disent que la musique, elle est licite et les choses comme ça. Ça, faut soyons sérieux, en fait. Il faut juste dire que le débat d'identité, surtout dans les pays où l'identité même n'est pas la souche, c'est-à-dire qu'un Marocain pourra rester en France 50 ans, s'il veut, ça sera jamais quelqu'un qui vient de souche française, entre guillemets, même si j'aime pas cette expression. Mais c'est pour qu'on comprenne. Et souvent, pour le fait de revendiquer nos origines, nous emmène dans une surévaluation de notre capacité de compréhension de ce pays-là. Souvent, on veut défendre le Mali, mais on va faire le Malien plus qu'un Malien qui est au Mali. Alors que, en fait, il faut leur donner la parole et on va se rendre compte qu'on est dans l'absurdité. Souvent, on cherche juste un moyen de se diviser, de trouver des points communs et de se dire, mais en fait, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. C'est clair. Et je trouve que ça, c'est une bonne chose parce que, comme tu l'as dit, tu étais avec des frères de tout horizon, toute couleur. Et ça, c'est une belle chose. Parce que aujourd'hui, c'est un langage qui est de plus en plus validé que le langage raciste et le langage dentriste. C'est-à-dire, et j'utilise pas les mots des médias, bien sûr, mais quand je dis dentrisme, c'est noir entre noirs, arabe entre noirs, blanc entre blancs, sud-asiatique contre sud-asiatique, asiatique contre asiatique, tu vois. Et ça, c'est pas la réalité du monde dans lequel on vit, c'est pas la réalité du pays dans lequel on vit. Donc, je suis très content que tu nous parles de ça. Noman, tu voulais rebondir sur un truc? Moi, c'est surtout que je trouve que, tu vois, c'est ça qui est beau dans ce que tu fais, où tu prends le contre-pied des médias
populaire, mainstream qu'on a, c'est-à-dire toutes les chaînes d'infos et compagnie, où, bah non, vas-y, je prends ma moto, je prends mon téléphone, et tu vois, où je critique les réseaux sociaux dans le sens où c'est souvent la guerre, mais à ce côté bien, des gens comme toi, du coup, qui partagent leur expérience, qui partagent leur combat, ni plus ni moins, et qui t'amènent justement chez l'habitant pour dire, bah en fait, là, non, t'as raconté du bullshit, viens, je t'amène avec moi, près de la population. Mais moi, j'aime bien beaucoup ce genre c'est quoi le mot, d'initiative, parce que justement, ça, bah, toi, ça te force à te sortir de ta zone de confort. Comme tu disais, le plus dur, ça a été traverser du désert, donc j'imagine que là, ça a dû être bien chaud avec le climat qui change. Le climat, ouais. C'est bien long, le désert glacial le soir. Ouais. Et t'as roulé combien de temps dans le désert? Alors, j'ai roulé assez vite. Franchement, je l'ai fait en 2-3 jours. Oh, 2-3 jours. 2-3 jours, j'ai profité. Quelques heures, j'ai eu 2-3 jours, mon pote. Non, j'ai profité un petit peu. L'objectif vraiment du voyage humanitaire, c'était d'aller à la rencontre de l'autre. De l'autre, ouais. Donc, je me suis arrêté chez l'habitant. Vraiment, j'ai essayé de prendre le temps un maximum pour m'imprégner de la culture des autres et pouvoir sensibiliser sur la réalité. Et majoritairement, c'était quoi le type de... Même si je le sais déjà, ça a été quoi le type de personnes que tu avais en face de toi? Quelle était leur réaction quand tu leur parlais de ton projet? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont accepté de t'accueillir, t'aider. Tu t'es fait aussi, des fois, un peu avoir par le système. Il faut sortir de l'argent, les choses comme ça. Avec, quoi. ouais. Ça, c'est malheureusement, ça comme fait tu l'as partie dit, du ça va game, avec, tu vois. ouais. Ouais. Et c'était quoi la réaction principale de l'habitant, en tout cas quand il te voyait? Franchement, hyper accueillant. Ouais, c'est ouf. Et hein. vraiment, je reviens sur ces termes-là qui m'ont été cités à plusieurs reprises. Khawa Khawa, on est tous frères. Ouais. On est tous frères. Partout où j'ai été, vraiment, j'ai été accueilli, mais d'une manière... Et j'ai même honte, parce que nous, en France, quand on a notre cousin là qui vient pour une période, même aller le chercher à la gare, des fois, c'est problématique. C'est vrai. Eux, là-bas, ils s'arrêtent de travailler. Ouais, c'est vrai. Ils s'arrêtent de travailler et ils t'honorent, mais ils t'honorent vraiment. Ce qu'on voit comme une corvée ici, c'est une bénédiction pour eux. Là-bas. Exactement. Et c'est là où tu vois, par exemple, un mec de France qui va dire, qui a des origines au plaid, il va se dire, ouais, moi, comme ci, comme ça, de toute façon, moi, je ferais pas comme les darons, patati patata. Mais tu sais pas pourquoi les darons, ils l'ont fait, ce truc-là. C'est ce qui te permet d'avoir une sorte de baraka aujourd'hui, parce que le bienfait qu'ils ont fait autour d'eux protège en quelque sorte la famille, tu vois. Et je pense que nous, il faut pas qu'on se défasse de ça, parce que ce serait perdre notre identité. Exactement. Et avec vous avez une association aussi d'où tu viens, je crois, dans ta ville? Oui, c'est l'association de la mosquée de Gentilly, c'est l'UMG. Ok. L'UMG, et du coup, c'est avec eux que tu as préparé le voyage, ou alors toi, tu es parti vraiment de ton côté, et tu t'es dit, bon, on va s'associer à des associations pour récolter un maximum d'argent et allier l'utile à l'agréable. Alors ça, je l'ai fait dans le cadre de l'association Humana. Voilà, ok, c'est là où je voulais rentrer. Ouais, je l'ai fait avec Humana, et pareil, l'idée, c'est de nouer des partenariats. Nous, quand on a commencé l'associatif, vraiment, c'était avec l'association Check-moi ça dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. La base et les fondements de cette association, c'était d'œuvrer avec les autres. On n'était pas dans la division. Le nom, il nous importait pas du tout. L'objectif, c'était de créer une synergie. Et c'est ce qui a été fait. Par exemple, la première action, on est parti avec environ 15 à 20 associations. Quand il y avait eu l'épisode à Calais, le petit Aylan qui avait été retrouvé mort. Là, il y a une chaîne, mais vraiment une chaîne de solidarité qui s'est créée, et on a pu distribuer plus de 2000 colis alimentaires. Ça, nous, la simple association Check-moi ça, avec une dizaine de bénévoles, on n'aurait pas pu le faire. Donc l'objectif est vraiment le mot d'ordre qu'on se donne dans l'associatif, c'est vraiment de mobiliser et d'œuvrer tous ensemble. C'est vraiment ensemble la puissance de frappe, ça n'a rien à voir. C'est ensemble qu'on fait avancer les choses. Hein. C'est pas tout seul dans son coin que tu vas faire quoi que ce soit. Tout seul, on avance, mais ensemble, on va plus loin. Ouais. À deux, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'est vraiment ça. Et du coup, il y a une tournure que moi, j'aimerais bien prendre pour une question. C'est tu as agi avant de raconter. Pourquoi? Dans un monde où on sait qu'il y a énormément de paraître, énormément de choses qui sont faites des fois aux antipodes du message qu'on essaie de véhiculer. Toi, tu as été sur le terrain avant même de montrer ce que le terrain, ce que vous faisiez sur le terrain. Comment tu peux nous expliquer ça? C'est ce qui est important, c'est même demain, par exemple, quand je vais me retrouver papa, on va dire. Je te le souhaite, mon frère. Inch'Allah. En fait, ce qui va parler vraiment à l'enfant, c'est l'action. Ouais. Demain, tu vas demander à quelqu'un de faire quelque chose, ça aura beaucoup moins d'impact que si tu le démontres. Oui.
Et pareil, nous, avec les jeunes de la ville, avec qui on fait des actions associatives, etc. Et pareil pour les mosquées aussi. L'objectif, c'est de... On a cette pédagogie, on va dire, mais c'est de faire la théorie, on va dire. C'est de l'allier. En fait, t'as raison, parce que c'est dans tout comme ça. Hein. Tu sais, aujourd'hui, tu vas finir bac plus 5, t'as pas de pratique, ils vont dire, ah ben, on peut pas vous embaucher parce que vous manquez de pratique. Donc la pratique est vraiment plus importante que la théorie. La théorie, c'est ce qui précède la pratique. Non, mais la théorie est telle, il faut quand même de la pratique, quoi qu'il arrive, dans tous les domaines. Et c'est vrai que c'est maintenant, t'as beau avoir des diplômes, des machins, et on valorise plus celui-là qui a de l'expérience. qu'à la connaissance. Parce que par A plus B, il pourra se démerder dans une situation où c'est inhabituel, où c'est pas comme on le racontait dans les cours, quoi. Parce qu'il a l'expérience du terrain. Et du coup, qu'est-ce que le terrain t'a appris que les discours n'apprennent pas? Alors moi, le terrain, ça a été vraiment la plus belle école de la vie pour moi. L'associatif, et je le vois aussi à travers le témoignage de certains bénévoles de l'association, il y a des jeunes qui sont rentrés dans l'associatif, ils ne parlaient avec personne. Et honnêtement, l'associatif, ça m'a permis d'avoir cette vivacité d'esprit. On a été confronté à tellement de cas que aujourd'hui, même au travail, je suis confronté à certains cas, je sais comment manœuvrer. Voilà, comment manœuvrer la chose. Et même, on apprend énormément des autres. Et des fois, on pense que c'est nous qui donnons, mais on reçoit beaucoup énormément. Plus. Quand tu vois des personnes qui n'ont rien, quasiment rien, qui se plaignent pas, et alhamdoulilah, vraiment, ils l'ont, et vraiment, ils le pensent sincèrement. Nous, aujourd'hui, tu nous retires juste un petit confort, juste notre petit téléphone. Ouais, c'est ça, parce que j'allais prendre l'exemple. Ce matin, j'ai oublié mon téléphone, j'étais comme si j'avais oublié quelque chose de vital. T'es déphasé, t'es désorienté, tu sais plus où t'es. Donc, vraiment, l'associatif, ça te permet de relativiser et ça te permet d'apprendre sur toi-même. À travers les différentes épreuves que tu peux vivre, à travers ce que tu peux voir des autres, c'est la meilleure école de la vie pour moi. Franchement, j'aurais pas mieux expliqué que ça. Ok. Toi, t'as été un peu confronté au milieu associatif et tout, Noman et tout. Non. Enfin, je dis non d'un coup comme ça. Non, enfin, j'ai fréquenté des associations quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais c'était plus pour l'aide aux devoirs. Ok. Les parents, ils ont dit, tu vas aller à l'étude, tu vas aller à l'association faire tes devoirs aussi, et tu vas aller au centre aussi. Toute la semaine, c'était les jours où je jouais au foot, toi, t'étais où? Toi, t'es en train de faire tes devoirs. Et quand tu rentres, tu fais encore des devoirs. Non, ça va, ils étaient pas cruels à ce point-là. Ah ouais? Mon daron, il créait des devoirs, mon gars. Ça, c'était pendant les vacances. Ça. Il me disait, du coup, t'as fini tes devoirs? Ouais, bah tiens, rajoute ça. Ça te fera un niveau d'avance. Regarde, nous, il disait, t'as 2 heures, pendant 2 heures, je vais vous voir gratter le papier. Après, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, tu vois le résultat de ça, tu vois, c'est... je gratte plus le papier. Non, il n'y a plus besoin, parce qu'on a les téléphones, on a des ordis, mais c'est vraiment une rigueur que ça apporte, c'est-à-dire que tu vas faire tes recherches, tu vas forcément essayer d'apprendre, même c'est une curiosité en général. Et du coup, pendant ce road trip, vu que tu es du coup photographe aussi, en plus de faire des photos pour faire des archives et faire du reportage, t'en fais aussi à titre artiste. Là, je parle photographe à photographe. Je suis photographe, quoi, vous aurez oublié. Mais tu vois, plus de ce point de vue-là, parce que, ok, il y a ton œuvre, il y a tout, mais tu es aussi artiste. Ou tu te considères pas... Enfin, c'est un peu une question conne, parce que quoi qu'il arrive, tu es photographe ou tu fais un truc créatif, tu es artiste. Ouais, c'est ça. Ça, t'es un artiste par définition, une fois que tu fais une profession créative, ouais, c'est ça. Et tu arrives à mélanger les deux, à te dire, tiens, là, il faut que je fasse une belle compo, ou à l'instinct, tu prends ton appareil. Alors là, j'ai voyagé très, très léger sur ce périple, vu que c'était le premier gros road trip que je faisais. Tu utilises quoi comme matériel un peu en face à un petit flash? Je suis sûr que c'est la Osmo. R6. Ok, vas-y, monsieur, je sors. Non, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. T'as dit la marque qu'il fallait pas. La marque qu'il fallait pas. Habituellement, ouais, je suis avec le R6. Là, j'avais pris une Insta 360. Okay. C'est avec ça que j'ai tout documenté. Et même quand tu fais un périple seul, c'est pas évident de. Bah, l'Insta, elle est bien à ton cas de figure. Du coup, t'es en baroudeur avec ta moto. C'est ça. Hop, tu es sur le casque directement? J'aurais mis au guidon directement. Okay. Et franchement, j'ai capté des souvenirs que j'aurais pas pu capter avec un boîtier ou autre. Ah, mais c'est parce que le boîtier, il faut le sortir. C'est ça. Et tu vas pas tourner en continu avec un boîtier, mec. Tu vas te retrouver avec des images floues du début à la fin. Tu vas voir le seum. Ah, ça serait un truc à faire. Ou un caillou sur la lentille. Tu vas pleurer, mec. Ça y est, finalement, j'ai pas envie de le faire. Non, c'est dit, moi, je pensais qu'au caillou. Je me suis dit, non. En plus, il a fait le désert et tout. Non. Ouais, il y a que ça. Mais sur le côté artistique, sur le prochain road trip que je vais faire,
Inch'Allah, l'objectif, c'est vraiment de l'allier. Inch'Allah. Prendre le boîtier avec moi, même récupérer Prends pas le drone, d'exercice. etc. Toujours Team Canon. Team Canon. Non, c'est bien Canon. En vrai, non. En vrai, Canon. Et après, les photographes, tu fais que de la photo, toi. Que de la photo, je développe un petit peu de la vidéo. La mais vidéo, j'ai surtout vu la que t'avais photo, fait ouais. 2-3 entretiens et tout, en Ouais, vidéo et c'est- tout. Mais ouais. Et c'est ouf. Vous avez le droit d'avoir le boîtier que vous voulez, hein, je ne critique Ouais, de pas. toute façon, moi, tu sais que je dis toujours quoi aux gens. On s'en fout de ce que tu utilises pour faire ton truc. Tant que ça passe crème, c'est bon. Commencez avec ça. moi. Ah ouais. Tant que ça passe, c'est bon pour moi. D'ailleurs, j'avais vu une photo que tu avais prise en Mauritanie, je crois, d'un imam. Je crois que c'était en Mauritanie. Oui, ouais. Et qui a dédié sa vie entière à Très, apprendre très le grand monsieur. Coran à des jeunes qui venaient du Niger, du Mali, de pays limitrophes. Et c'était pas ça, c'était avant ton road trip, ça. Oui, c'était 1 an avant, c'était pendant un voyage humanitaire. Ouais. Et pareil, on a œuvré un petit peu dans sa madrasa où on a rénové le bâtiment. Ouais. Mais très grand monsieur. C'est un monsieur, par semaine, il termine le Coran. Même, il a dédié sa vie à ça. Sa vie, c'est donner cours aux enfants. C'est beau. C'est beau. Ah ouais, franchement, lui, sa récompense, on peut pas l'imaginer. Ah, ouais. Que Dieu le récompense qu'Allah le récompense et qu'il lui donne au centuple, au millième, au millionième ce qu'il a fait. Amin. Amin. Parce que souvent, on oublie que à cause de la méchanceté de ce monde, on a l'impression que tout est noir. Tu vois, et ça, c'est parce qu'on a l'accès à énormément d'informations négatives au bout de notre pouce. Mais quand on voit des gens comme ça, c'est là où tu te dis, En fait, il y a des nuances de gris, quoi. et une personne mauvaise peut influencer 1000 Mm. personnes, mais une personne bien intentionnée et qui a un bon cœur, il peut influencer des millions de personnes. Et c'est exponentiel, parce que ces personnes-là inspireront d'autres personnes à leur tour. Donc, vraiment, c'est juste pour un entracte, pour dire, une parenthèse pour dire, n'oubliez pas votre gentillesse, les gars. C'est pas parce que le monde est méchant que vous allez devenir méchant. Gardez votre gentillesse. Pendant ton road trip, tu as eu 2 petits problèmes que je sais qui t'ont peiné. Il y a eu la partie où tu n'as pas pu te rendre en Algérie. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Et il y a la partie où tu as failli ne pas partir au Sénégal. Parce que c'était un peu compliqué de se rendre au Sénégal, notamment avec la douane de l'autre côté et tout qui ne voulait pas te laisser passer. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que ça te prend comme préparation pour faire un road trip? Parce qu'on ne va pas du jour au lendemain comme ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu aller en Algérie? Parce que je pense que l'Algérie, comme le Maroc, c'était des pays où tu t'es dit, bon, on va passer par là-bas. Et c'est plus simple, je crois, d'Algérie de partir en Mauritanie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est plus simple. Donc, du coup, ça t'a rallongé ton voyage. Ouais, ça m'a rallongé mon voyage un petit peu. Mais je tiens à rappeler aussi que les plus grosses galères que j'ai pu vivre, vraiment, c'est les plus beaux souvenirs. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce qui me reste en tête. Waouh. Avant de partir pendant mon road trip, j'avais prévu de faire la Guinée-Conakry en plus, Ouais. et j'ai prévu de faire l'Algérie. Au Mali, je devais aller à Bamako pour faire mon passeport malien. Malheureusement, juste avant, il y a eu des attaques. Ouais. Du coup, au niveau sécuritaire, c'était très, très compliqué. Ouais, c'était compliqué. J'ai pas pu me rendre à la frontière Mhm. pour faire mon passeport. Et partir pour un Français avec une moto aussi visible que celle que j'ai, Ouais. niveau sécurité, c'était pas possible. Surtout, toi, la plupart du temps, tu es tout seul sur la route. C'est ça. Le Mali, je l'ai fait tout seul. J'aurais pu aller à la capitale. Mais honnêtement, j'ai été bloqué par les membres de ma famille. Ils m'ont dit non, faut pas que tu y ailles. Ouais, parce qu'il y a plus de danger que de. C'est limite, fallait prendre un avion pour partir là-bas plutôt que de prendre la moto. Quoi. C'est ça. Ouais, j'ai capté. C'est plus en fait la frontière du Mali et entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie, c'est compliqué. La partie désertique, c'est très très compliqué. Il y C'est un a les c'est un- djihadistes, il y a les contrebandiers. Il y a les Touaregs, il y a tout. Il y a la c'est un piraterie. C'est un no man's land, ouais. Ah, Mais je c'est, suis là-bas. Ça va, c'est la piraterie de Teach. Hein, tu vois, de Teach, pas de Luffy. Hein, c'est très méchant. Et du coup, toi, en termes de préparatifs, ce que tu as dû faire ici avant de partir, c'était quoi? Tu as des papiers à faire, des choses comme ça? Je sais que tu avais donné Des 2 options, vaccinations. soit aller à la douane, mais ça coûtait genre 110% de la valeur du véhicule. Et il y avait aussi la partie où tu parlais de faire un truc à, je crois, c'était 200 ou 300 euros, qui te permettait de voyager avec ta moto, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, avant de partir, je me suis rapproché des ambassades. Ouais. J'ai vu au niveau des documents, ce qu'ils demandaient, c'était pas énorme, c'était juste d'avoir des visas. J'ai fait le visa pour la Mauritanie uniquement. Oui. Vu que le passeport français, tu peux aller au Maroc, tu ouais, peux pas de aller... souci. Au Mali, c'était un petit peu compliqué. J'ai dû passer d'une manière... T'avais des anciens papiers maliens et tout? J'avais là une pièce d'identité que j'ai pu faire Ouais. Ouais, donc, dans l'immédiateté. Ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Donc, en termes de paperasse, on va dire, il y avait que l'aspect, le côté mauritanien. Ok. Alhamdoulilah, ça, c'est chose qui a été faite. Très carré sur les papiers, on m'a dit, les Mauritaniens. Ouais, très, très carré. Et la difficulté vraiment que j'ai rencontrée, c'est dans certains passages de douane où ils m'ont demandé le carnet ATA.
C'est un carnet de passage en douane qui est très recommandé, mais qui n'est pas obligatoire. Ok. Mais sur les prochains road trips, vu que c'est très recommandé et pour éviter de me retrouver dans les mêmes difficultés, c'est un document que je ferai. Ouais, comme ça, au moins, tu es sûr de pouvoir aller partout où tu veux, quoi. Sans blocage. Ouais. Ok. Bah, incroyable. Et du coup, la partie où tu as failli pas pouvoir te rendre au Sénégal, qu'est-ce qui avait bloqué ce voyage? Parce que je sais que tu étais resté genre, dans le poste de douane au Mali, si je ne me trompe pas, pendant, je crois, un jour ou deux, quoi. Tu vois. Ouais, franchement, ils m'ont fait galérer pendant 48 heures. Ouais. C'est eux, en fait, je suis tombé sur un responsable de douane qui m'a demandé ce document-là, le carnet ATA. Franchement, j'ai tout fait. Il y a un grand road tripper aussi, Abou Trip. J'ai été sur sa vidéo pour lui montrer, regarde, il a passé la douane avec 100 documents. J'ai des amis juste avant qui ont fait le Paris-Dakar. Pareil, ils n'ont rencontré aucune difficulté. Sauf que moi, le responsable de ce poste de douane... Je voulais pas te laisser passer. Il a dit, je veux mon petit bakshish. C'est lui que t'as dit, t'es pas un ange là, je crois, ou quelque chose comme ça. En fait, lui, il était le responsable de la douane, il était à Dakar. Il était en congé. Et son adjoint, il lui a relaté en fait la situation. Et le gars à Dakar, il m'a dit non, laisse pas passer. Il faut absolument le carnet ATA ou il faut payer une certaine somme. Ah, le bakshish, quoi. Ouais. Et honnêtement, moi, je refuse de financer soit l'incompétence ou même donner des pots de vin. Ça m'intéresse pas parce que tu nourris la machine en fait. Ouais, et les gens, ils s'arrêtent pas. Donc franchement, entêté, je suis resté 48 heures bloqué, j'ai rien payé. Ils m'ont demandé... ce qu'il faut faire, faut pas lâcher. Ouais. Ils m'ont demandé 600 euros. 600 euros, en fait, pour que les douaniers fassent appel à... comment ils appellent ça? Ils appellent ça une escorte douanière, pour qu'ils puissent m'accompagner directement à Dakar. Sauf que ça me mettait en difficulté. Il y avait des projets il y a des associations qu'on devait visiter à Kaolack, des projets qu'on avait financés ailleurs. Et ça, en fait, ça me permettait pas d'aller dans ces zones-là. Ouais. Donc, j'aurais pu payer 600 euros, aller à Dakar directement, mais pour éviter de nourrir ça, c'est hors de question. Donc, j'ai attendu 48 heures. Les douaniers sur place, ils l'ont clairement dit, hein, désolé, notre responsable, il est entêté, il veut pas te laisser passer. Parce que tu as refusé de payer et du coup, il t'a fait payer le fait que tu voulais pas payer. C'est ça. Après, je lui ai dit, ton responsable, il sera pas au courant, franchement, laisse-moi passer et t'inquiète, Inch'Allah, il m'arrivera rien. Il m'a dit, Adama, je peux pas te laisser passer. Je peux pas te laisser passer parce qu'il peut t'arriver quelque chose. Je lui ai dit, t'inquiète, avec l'aide d'Allah, il m'arrivera rien. Mais c'est là, il t'a dit... Il m'a lancé cette pique. Franchement, il m'a heurté. Il m'a dit, vous êtes un ange, vous? Vous êtes un ange. En gros, toi, tu parles de Dieu comme s'il allait te protéger. Toi, t'es un ange, toi. Mais c'est une dinguerie de dire ça dans un pays à majorité musulmane. Ouais. C'est une dinguerie de dire ça. Ouais. C'est ça. Et toi, t'as un maleka, toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un truc de fou de dire ça. Mais juste, c'est le tawakoul, en fait. Tu vois. C'est exactement ça. Et juste à travers ces paroles-là... Ça t'a motivé. Ça m'a démotivé au début. Ah ouais, carrément. Ah, mais ça m'a démotivé. Genre, j'étais dans un délire où, ça y est, je veux plus aller au Sénégal. Ah ouais. Donc, je décide de faire demi-tour. Et avant que je fasse demi-tour, en fait, je tombe sur un douanier. Il me dit, alors, Adama, tu as la possibilité de contourner le poste de douane. Ouais. Donc, franchement, je prête pas attention à ce qu'il dit. J'ai qu'une envie, c'est de repartir. Plus envie d'aller au Sénégal. Ouais. Et le soir... je rentre au Mali, en fait. Je fais plus de 150 km. Et 150 km en Afrique, c'est quelque chose. Ouais. C'est mal au dos, mon pote. Donc, je décide je décide de faire demi-tour. Et la nuit, je cogite. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Je vais pas abandonner. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas abandonner? À 500 km de l'arrivée? Abandon. Et je repensais vraiment à toutes les personnes que j'ai croisées sur le périple. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, le lendemain, alhamdoulilah, je décide de retourner, tenter ma chance vers le chemin que le douanier m'avait dit. Et alhamdoulilah, j'ai galéré sur la route. Et comme on le dit, quand on place notre confiance en Allah, wallahi, c'est la meilleure des choses. Ne déçois jamais, mon frère. C'est la meilleure des choses. Ne déçois jamais. Là, avant de passer par ce périple-là, je me perds. Je sais pas où je vais. Ouais. Parce que je dois quitter la route et j'arrive dans un village. Et dans ce village-là, à l'entrée du village, j'étais perdu, je ne savais pas où j'allais. Je me suis dit, voilà, il faut que je regagne la route pour aller à Dakar. Et il discute en peul avec une personne. Et tu reconnais la langue, du coup? Et franchement, alhamdoulilah, je reconnais la langue. Mais pour l'instant, je dis rien. Et je lui dis, vas-y, s'il te plaît, je suis prêt à payer. Au moins, trouve-moi un taxi moto et il m'accompagne directement sur la route.
Et il me donne un prix, franchement, qui était exorbitant. Et après, je lui ai dit, poule et newaro poule. C'est-à-dire, en gros, genre un peul qui massacre un autre peul. Ouais. Et je lui ai dit, un peul qui tue un peul. Ouais. Et, alhamdoulilah, franchement, ça a détendu l'atmosphère. Ouais. Et subhanallah, le frère à qui je parlais, 2 jours avant, il était dans le village Où tu voulais de aller. Melga. Melga, c'est le village où est originaire ma mère. Et du coup, il t'a accompagné jusqu'à là-bas, je crois. Non, en fait, il m'a accompagné sur la route La route qui allait là-bas. qui allait vers Dakar. Et il m'a dit, subhanallah, j'étais dans le village de ton oncle, je le connais très très bien. Wow. Et pareil, comme on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les graines qui ont été semées. Ouais. Et alhamdoulilah, il m'a accompagné, il m'a dit, donne-moi ce que tu veux. C'est beau. Ouais, et je suis passé... Ah, j'ai des frissons. Ouais. Encore, frère. Ouais, machin. Et je suis passé par un autre poste de frontière. Pareil, je m'attendais à sortir énormément d'argent. Je suis tombé sur un douanier, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, tiens, un laissez-passer jusqu'à le poste de frontière de Rosso. Waouh. Et Rosso, là-bas, tu as la possibilité de récupérer le passe avant qu'il ne voulait pas me donner. Et je lui ai dit, combien je te dois? Il m'a dit, tu me dois 2000 francs CFA. Je lui ai dit, c'est tout? Subhanallah, j'étais choqué. Il t'a fait payer juste le laisser passer. Juste le laisser passer. Comme quoi, il y a des gens honnêtes, ça existe partout. Et comme quoi, peut-être que c'est ton choix motivé par le choix que tu voulais pas faire de contribuer à la corruption. Et Allah, il t'a donné une possibilité qui t'allait mieux. Tu vois, parce que ça sert à rien de faire des choix quand des fois, on nous force la main et du coup, on croit qu'on est obligé de le faire. Il y a toujours une solution. Mais clairement. Ça. Et après, subhanallah, j'ai envoyé du coup le passe, quand j'ai obtenu le passe avant, j'ai envoyé le passe avant aux gendarmes. Et alhamdoulilah, il est revenu un petit peu sur ce qu'il disait. Il t'a dit, finalement, t'es un ange. Il m'a dit, machallah, vous avez... Allah il facilite, alhamdoulilah. Voilà, tu vois, alhamdoulilah. Et c'est ça l'importance du tawakkul, c'est mettre sa confiance totale en Dieu et se dire, qu'importe ce qui m'arrive. C'est la définition du tawakkul pour les gens qui nous écoutent et qui nous Le tawakkul, c'est... Est-ce que je pourrais le définir comme ça? Ah ouais, parce que depuis tout à l'heure, vous employez des mots, hein? Mais on mettra quand même la définition vernaculaire. Définition de Moussa, Tu vois. bien entendu. Après, on Qui a est des très concepts. proche de la définition que moi j'ai lue, tu vois, mais je ne vais pas faire le savant et dire des choses qui peuvent me... Retrouvez qui peuvent me bientôt truquer. Moussa à la place de Chelgoumix sur... Jamais de la vie. Astaghfirullah. Sur, Jamais de la BFM. vie. Toi, tu veux me faire les doigts, tu me maudis, toi, t'es bizarre, toi. On parle de bénédiction, tout lui. Toi, t'es bizarre, non, maintenant. Du coup, prochain road trip, tu as dit que ce serait pour quand? Et c'est quoi les destinations que tu voudrais faire? Enfin, que tu vas faire, plutôt. Parce que j'imagine que tu as déjà un peu... Ouais. Alors, le prochain, Inch'Allah, j'aimerais bien... Là, justement, je recherche même des sponsors. Mais j'aimerais bien faire Paris-Mecca. Waouh. Inch'Allah, si Allah me le permet. Vraiment prendre le temps sur la route. Et l'idée, c'est aussi de faire un petit peu le tour des différentes mosquées. Sur la route, alhamdoulilah, il y en a pas mal. Mais j'aimerais bien le faire. Ou sinon faire l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est ce qui a manqué sur le dernier dernier road trip, mais j'aimerais bien faire. Laissez-le rentrer, là, il va vous faire une bonne promo. Ah là, les autorités algériennes, si vous voyez ça, laissez-le rentrer, hein, laissez-lui un laisser Il va passer. faire une bonne pub, de la com. Il va faire de la bonne com pour votre pays. Mais bon, c'est de la com réaliste. Hein. C'est pas Voilà, vous lui envoyer des gens bizarres et après, il fait là, tu fais de la bonne com, non. Pour rebondir un peu, je sais que l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je sais plus, mais tu avais des Espagnols qui ont fait de l'Espagne à la Mecque en cheval. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Subhanallah, attends, je viens de faire des recherches là-dedans, là, c'est pas possible. Vous avez pas vu ça? J'ai pas je crois que tapé de la c'était journée, pendant, là. je crois que c'était pendant le pèlerinage en plus, je crois, pendant cette période-là. Punaise. Justement, je crois que c'est une famille, ils sont 3, le père, le grand-père. Alors, peut-être que je dis de la connerie, mais je sais qu'ils sont partis en chevaux. Incroyable, c'est une expérience Parce magnifique. qu'ils ont un troupeau et tout, enfin pas un troupeau, une écurie, on dirait une écurie. Ouais, 3 pèlerins espagnols entreprennent un voyage à cheval de l'Espagne à la Mecque après avoir Ah, c'est parcouru pareil, des milliers de ton cheval, kilomètres. il a un moteur, mais C'est ça. il a des pattes. Ça doit être le kiff. Après, en bécane aussi, hein, ça doit être le kiff. Je pense de que ouf, hein. un kiff. ça doit être le kiff quelques jours, mais une fois que tu as le mal de dos à cause du cheval, là, je pense que tu dois remettre tes trucs en question. Après. Parce que le cheval et la moto, c'est pas la même chose. La moto, Non, tu peux c'est mettre pas- des c'est pas draps, le- des choses comme ça. C'est pas le même confort. Et là, le mais cheval, après, c'est tu vois, chaud. ça reste quand même une belle expérience, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, pendant le road trip, de dormir à la Belle Étoile ou choses comme ça? Là, j'ai envie de dire, ouais, à tous les coups, non. Alors, je l'ai fait au Mali. Ouais. Je voulais le faire au Maroc. Ouais. Je me suis fait chasser dans le désert par des chiens Les sauvages. chiens sauvages, ils sont hardcore eux, en plus. Ouais, hein. j'ai pris une tente. Ouais. Il s'est passé cet épisode-là, je l'ai donné la tente. Tout chiffonné, comme on dit. Ouais, non, c'était le but, hein, vraiment initial. C'est de soit dormir chez l'habitant Ouais. ou dormir sous tente. Mais malheureusement, ouais, c'est niveau sécurité, surtout quand t'es tout seul, etc. Ouais, c'est pas évident, C'est quoi. compliqué. Bah, surtout Ouais. dans la...
Dans l'expansion du phénomène un peu terroriste qu'on connaît en Afrique maintenant, malheureusement, personne n'est à l'abri. Maroc encore, ça va, tu vois. Ouais. Mais une fois que tu arrives au Mali, il y a certains endroits où tu peux pas aller librement. Et en vrai, c'est entre toi et ton destin. Mais faut pas non plus titiller le mal pour qu'il nous arrive. Non, tu c'est vois. clair. Bah, Donc je comprends aussi que ta famille, elle n'ait pas voulu que tu partes, même si, selon moi, tu aurais pu y aller et être en sécurité. Mais si jamais il t'était arrivé quelque chose, eux n'auraient pas pu se pardonner ça, tu vois. Donc c'est une bonne chose que tu les aies écoutés. Du coup, pour un peu finir l'émission du jour, donc toi, tu es dans la transmission avec tout le parcours que tu nous as raconté, montré un peu l'évolution de l'entraide, l'humanisme et tout ça. Comment tu conseillerais une personne qui voudrait faire la même chose que toi, mais ne sait pas les faire, justement? Alors moi, je veux à ma hauteur, participer à embellir cette belle expérience. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Comment tu me guiderais? Et en gros, comment rejoindre ton association, quoi, ni plus ni moins. Ok. Moi, je dirais aux personnes de faire. Vraiment, de ne pas hésiter. Il faut mettre en place ce que tu as en tête. Avant de faire le Paris-Dakar, j'ai pas forcément la condition physique pour le faire. Il y a des personnes, des motards qui m'ont dit « Abandonne, laisse tomber ». Niveau physique, c'est très très compliqué. Être sur une moto plusieurs heures, tu vas pas assumer. Alhamdoulilah, j'ai eu aucun problème. Pareil, j'ai une association partenaire humainement concernée. Avant d'intervenir en Indonésie, quand il y a eu les catastrophes naturelles, ce frère-là, il a sollicité l'aide de beaucoup de structures, beaucoup d'associations. Il y a des personnes qui ont énormément de bagages dans l'associatif qui lui ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? T'as fait 2-3 puits, on s'improvise pas humanitaire. On s'improvise... En fait, vous voulez passer de maraude à action internationale. C'est totalement faux, mais vraiment, faut booster les gens. Wallahi, croyez vraiment, le conseil, c'est vraiment croyez en ce que vous voulez faire. Le frère, aujourd'hui, s'il avait écouté certaines personnes, il n'aurait jamais fait ces actions-là. Aujourd'hui, il est sur un gros projet d'orphelinat avec plusieurs orphelins qui sont pris en charge. C'est un projet à des centaines de milliers d'euros. Donc, il faut continuer à croire à tes convictions. Donc, c'est ça. Moi, le conseil que je donnerais, même, c'est ce que je dis aux plus jeunes, c'est faut croire en ses rêves et viser surtout la perfection. Viser la perfection, viser l'excellence. Il y a un prof à nous qui disait à l'Institut, on est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on se doit d'aller chercher l'excellence dans tout ce qu'on fait. L'ihsan, vraiment, c'est très, très important. Et c'est les conseils que je donnerais. Franchement, même à nous, on va le garder, ce conseil. C'est important. Place à la dernière rubrique. Là, on va te poser 5 questions rapides. Il faut y répondre le plus naturellement possible. Ok. Une épreuve qui t'a transformé. On a dit le plus rapidement possible, on n'a pas dit... Ça veut pas dire réponds comme tu le sens. Le plus simplement. Quand je suis parti 1 an au Mali. Et pendant cette année-là, je devais avoir 15 à 16 ans. J'ai vécu, on va dire, dans des madrasas. Et je pense que c'est une épreuve qui a fait un petit peu ce que je suis aujourd'hui. Pareil. Est-ce que tu peux définir madrasa? Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont se faire des... Je sais le sens de ces mots, mais c'est juste pour vous. Tout le monde connaît le madrasa. Frère, mais BFM et tout ça. Madrasa, c'est une école coranique. Voilà, allez pas vous faire des idées bizarres. Tu sais les gens, tu connais les gens. Mais madrasa, Noman. Moussa, nous on sait parce qu'on est musulmans. Ah, mais même les non-musulmans, ils savent. Non, pour eux, madrasa, ils se disent, ils sont en train de fabriquer des petits terreaux, des machins. D'où c'est bien de temps en temps, tac, on place un petit mot. Un attachement que tu as dû lâcher. Celle-là, elle est dure, celle-là. Un attachement que j'ai dû lâcher. Ou un confort, plutôt. Ou ça peut même être un état d'esprit. Par exemple, tu parlais tout à l'heure du fait que tu commences à être un peu négatif à cause des réseaux et tout, et les débats s'en font, tu vois. Et tu t'es dit, faut que je quitte la France à un moment donné là pour me refaire l'esprit, pour reprendre mes idées, avoir les idées claires. Donc c'est dans ce sens-là, un attachement que tu as dû lâcher, quelque chose auquel que tu faisais ou que tu étais attaché, mais qui t'apportait pas autant que ce que tu fais aujourd'hui, par exemple. J'en parlais tout à l'heure. L'attachement, on va dire, ce qui est difficile, c'est quand on est dans le salariat et quand on travaille pour quelqu'un.
Ce qui est dur tous les matins, c'est de laisser ses principes et ses valeurs à l'entrée du taf. Ouais. Donc c'est là où je me pose beaucoup de questions justement à arrêter le salariat. Donc cet attachement que je lâche, on va dire, tous les jours quand je vais au travail. Très profond ce que tu viens de dire. C'est la réalité de beaucoup de Français, malheureusement. Donner ou partir. Tu l'interprètes comme tu veux, celle-là, vraiment. Très large. Donner ou partir. Je dirais les deux. On a le droit de répondre les deux. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire quand tu dis donner et partir. Donner ou partir, c'est-à-dire que quand on dit donner, c'est dans le sens où Donner. ce que tu donnes, c'est ici, tu vois. Et partir, c'est t'offres qui tu es aux gens vers qui tu vas. Tu vois. Donc, tu es plus dans le fait de donner ici ou dans le fait de donner là-bas. Même si les deux sont tout le temps liés, hein, tu vois. Mais c'est quoi qui t'apporte le plus de bien-être, par exemple? Je pense, ouais, comme je disais, c'est un peu des deux. Donner, c'est important pour les générations qui vont arriver. Sinon, on décide tous de partir. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Quelle valeur on va pouvoir leur inculquer? Et partir, parce qu'il y a, alhamdoulilah, on a grandi en France. Donc, il y a un savoir-faire et même un savoir-être qu'on peut apporter un petit peu où on va. Oui, c'est totalement vrai. Totalement vrai. Les deux dernières, se taire ou témoigner. Alors, se taire, pour moi, on a pu le voir avec tout ce qui s'est passé dans des pays en guerre. Se taire, pour moi, c'est cautionner. Il y a plein de personnes qui se sont vues fichées, qui se sont vues où il y a plein de structures qu'on fermait. Pourquoi? Parce qu'ils ont témoigné sur ce que l'État a témoigné 2 ans après. Oui, c'est vrai. Donc pour moi, c'est important, quand on voit quelque chose, une injustice, certes, se taire, mais il faut qu'il y ait une réflexion derrière ça pour pouvoir témoigner. Donc le témoignage, il est très très important, et même c'est un devoir en fait. C'est un devoir pour nous de porter la voix de ceux qui ont besoin. Machallah. La dernière, c'est une invocation qui t'accompagne. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ça veut dire notre Seigneur, donne-nous, Allahumma Rabbana, donne-nous atina, dans cette terre ici-bas, dans la vie, hasanatan, tout le bien. Et Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Et Seigneur, donne-nous dans la vie de l'au-delà tout le bien. Et préserve-nous du feu de l'enfer. Amin. Amin. Pour finir, si ton parcours était un rappel, lequel serait-il? Si mon parcours était un rappel, ouais, je parlerais plus de la solidarité. Vraiment, à travers tout ce que je fais, ce que je vis, c'est transmettre, on va dire, certaines valeurs qui me tiennent à cœur et qui se font un petit peu plus rares dans le monde dans lequel on vit. Ça serait vraiment la solidarité. Inch'Allah. Franchement, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Adama. J'espère que tu as passé un bon moment. Très, très bon moment. Merci, c'était un plaisir de vous rencontrer aussi. Franchement, des profils comme les tiens, j'espère qu'on en aura de plus en plus. De plus en plus, ouais. Mais c'est vrai que ça change un peu des sujets qu'on traite d'habitude. Enfin, qu'on traite. C'est plus, comme il a dit, c'est plus une discussion qu'autre chose. S'il regarde juste là, c'est juste pour se rappeler ce qu'il a écrit, c'est tout. Ouais, mais surtout, ce qui, moi, j'aimerais dire aux gens, c'est donner de la force aux gens comme Adama. Parce que on a donné de la force à énormément de personnes sans s'en rendre compte. T'écoutes un clip musical, tu regardes une vidéo où il y a de la musique, des choses comme ça. Tu donnes de la force à ces artistes-là sans t'en rendre compte. Et je pense que consciemment, si on donnait de la force aux personnes qui œuvrent dans l'ombre comme dans la lumière, ça nous rapprocherait un peu plus de cette humanité qui nous manque cruellement tous les jours. Et c'est pour ça qu'on se reconnecte tout le temps. Donc en tout cas, donner de la force aux personnes comme Adama. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut de notre côté. Un autre auteur. Voilà. Et n'hésite pas un jour, si tu veux, passer même avec des membres de l'association, voilà, partager ce que vous faites, discuter un peu profondément de l'œuvre de l'association. Si on peut vous mettre en avant, on le ferait avec plaisir, franchement. En tout cas, nous, c'était un plaisir.
C'était un plaisir pour moi. Franchement, merci à vous pour ce que Merci vous faites. d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi, mon frère. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos âmes. C'était Septième Voix, les frères et les sœurs. Peace. Peace.